La diabolique de Nancy, partie 2. À ce stade, les enquêteurs sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Bernard Etier. Mais il manque encore l'essentiel, un corps. Puis, quelques semaines plus tard, une découverte va horrifier toute la France. Dans un bras de la Marne, un pêcheur aperçoit une étrange valise flottant à la surface de l'eau. À l'intérieur, les policiers découvrent un tronc humain sans tête, sans bras et sans jambes. Le corps est impossible à identifier formellement. Mais très vite, plusieurs éléments troublants apparaissent. La valise ressemble à celle utilisée par Bernard Etier. Le parpaing placé à l'intérieur contient une terre très proche de celle du jardin de Simone Weber. Et certaines traces de peinture retrouvées sur le plastique correspondent à la peinture utilisée chez elle. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent aussi que Simone Weber et sa sœur utilisent un étrange système de code au téléphone. Dans leur conversation, elles parlent régulièrement d'une certaine Bernadette. Au début, les policiers pensent qu'il s'agit d'une vraie personne. Puis ils comprennent finalement que ce nom désigne en réalité la voiture disparue de Bernard Etier. Quelques jours plus tard, le véhicule est retrouvé caché dans un garage à Cannes, près du domicile de la sœur de Simone Weber. Et à partir de ce moment, l'affaire prend une dimension complètement folle. Mais plus les enquêteurs avancent, plus ils découvrent que Bernard Etier n'est peut-être pas la première affaire étrange autour de Simone Weber. En fouillant son passé, la police tombe sur l'histoire d'un homme âgé nommé Marcel Fixard. Un ancien militaire retraité, veuf, sans enfant, et propriétaire d'une maison près de Nancy. Quelques années auparavant, Simone Weber était devenue sa dame de compagnie. Puis soudainement, elle affirme l'avoir épousé. Le problème, c'est que les enquêteurs découvrent quelque chose d'incroyable. Le véritable Marcel Fixard n'aurait même jamais assisté au mariage. Selon l'enquête, un autre homme se serait présenté à sa place à la mairie. Et seulement quelques semaines plus tard, Marcel Fixard meurt brutalement. Officiellement, aucun meurtre ne pourra être prouvé. Mais les soupçons deviennent énormes lorsque les policiers découvrent ensuite une série de faux documents liés à l'héritage du vieil homme. À partir de là, les enquêteurs commencent à voir Simone Weber autrement. Non plus comme une simple femme jalouse, mais comme quelqu'un capable de manipuler, mentir, fabriquer de faux papiers, et peut-être même construire des plans extrêmement élaborés pendant des années. Et lorsque son procès s'ouvre finalement en 1991, la France entière découvre une femme totalement imprévisible. Le procès de Simone Weber devient rapidement l'un des plus médiatisés de France. Pendant plusieurs semaines, la cour découvre une accumulation d'indices troublants. Les faux documents, la meuleuse, la valise retrouvée dans la rivière, les conversations codées avec sa sœur, et les témoignages décrivant une femme obsédée par Bernard Etier. Mais au milieu de tout ça, Simone Weber reste incroyablement calme. Parfois même provocatrice. Elle renvoie plusieurs de ses avocats, insulte certains témoins, et éclate même de rire lorsque le procureur réclame 20 ans de prison contre elle. Jusqu'au bout, elle affirme être innocente. Selon elle, toute l'affaire serait un immense complot monté contre elle. Finalement, en 1991, la justice la condamne à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre et le démembrement de Bernard Etier. Mais malgré